Elle deviendra une légende. Elle était la divine. Elle a réinventé le théâtre. Elle a performé devant des dizaines de millions de spectateurs éblouis. Victor Hugo l'appelait la voix d'or. Pour elle, on invente le terme monstre sacré. Elle est le premier phénomène mondial. Elle est une légende. Vous savez, je suis quand même Sarah Bernard. Épisode 5. Amour et passion. Dans le dernier épisode, Sarah Bernard est devenue une célébrité du théâtre. Son nom est connu à travers l'Europe entière. Après avoir quitté une nouvelle fois la Comédie Française, l'actrice a embarqué à bord du bateau l'Amérique, direction justement le continent du même nom. Une première tournée aux États-Unis où elle est portée de triomphe en triomphe dans chaque ville qu'elle visite. Sarah va être embêtée par l'incident de la baleine. Je vous invite à écouter l'épisode précédent pour connaître cette histoire rocambolesque. Après la baleine, la Française va vouloir retrouver son pays, mais Jarrett, l'homme qui organise la tournée américaine, va la convaincre de rester et d'aller quelque temps au Canada. C'est exactement à ce moment-là que nous nous étions laissés. C'est dans son train spécial qu'arrive Sarah Bernard et toute sa troupe à Montréal en plein mois de décembre 1880. À la gare montréalaise s'entasse une foule immense. À l'arrêt complet du train, un orchestre entame la Marseillaise avant que l'actrice tant attendue sorte finalement de son wagon. À sa sortie, des hommes lancent des « Vive Sarah Bernard » tandis que les femmes scandent « Vive la France ». Il y avait 22 degrés au-dessous de zéro. Je murmurai tout bas à Jarrett. Continuons notre route, je me sens devenir glaçon. Dans 10 minutes, je ne pourrai plus faire un pas. Jarrett répéta ces mots à Abbé, qui s'adressa au chef de police. Ce dernier donna des ordres en anglais, pendant que l'autre chef de police les répétait en français. Et nous pûmes faire quelques mètres. Mais la gare était encore loin. La foule grossissait, et à un moment donné, je me sentis défaillir. Je repris cependant courage, me tenant, ou plutôt me cramponnant, au bras de Jarrett et d'Abbé. Je pensais à chaque minute tomber, car le trottoir était tel un miroir. C'est à travers la fumée de la locomotive qu'on remet à Sarah des lettres venant d'influents politiciens de la province, mais aussi d'étudiants en littérature, en poésie, en lettres et de tous les milieux artistiques. Elle rencontre le célèbre Louis Fréchette, homme politique mais aussi un écrivain québécois qui lui récite de magnifiques vers pour souligner son arrivée. On lui remet aussi un énorme bouquet de fleurs. Comme elle l'écrit dans son autobiographie inachevée, Ma double vie, les pétales de ces fleurs sont endurcis par le froid au point où elle se blesse en voulant les sentir. C'est peu dire sur le froid qu'il faisait à son arrivée à Montréal.
Au bout de plusieurs minutes, Bernard s'évanouit. Est-ce qu'elle s'est vraiment évanouie ou, lassée et hâtive qu'on l'emmène à son hôtel et ainsi se sauver du froid, elle a fait semblant? Secret de l'histoire. À son hôtel, elle passe quelques jours à rencontrer les journalistes où elle cause plusieurs émois dans la province. Pour la première fois, le Québec est confronté à une personne qui n'a absolument aucune gêne de parler de sa vie sentimentale éparpillée et à glorifier les pièces de théâtre scandaleuses où les héroïnes peinent à choisir parmi plusieurs prétendants. L'actrice ose même parler contre l'Église catholique qui interdit plusieurs pièces au répertoire de Bernard, comme La Dame aux camélias, jugée comme une véritable horreur du théâtre. Les temps ont bien changé depuis le temps où Sarah rêvait de devenir une bonne sœur. La Française cause des scandales si grands avec ses propos que l'évêque de Montréal demande à ses citoyens de ne pas aller voir l'actrice ainsi que ses pièces aux mauvaises mœurs. Rien à voir avec tout ce qu'elle causera en 1906. Mais vous savez ce qu'on dit. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Et en plus, les histoires scandaleuses sont souvent un moyen facile de faire de la publicité, de la réclame, comme on disait à l'époque. Dans sa chambre d'hôtel, elle pense à son fils Maurice qui lui manque plus que tout. Elle est prise d'une crise de larmes et insiste pour retourner en France. Mais Jarrett, celui qui organise la tournée, tente de la convaincre à nouveau, mais rien n'y fait. Sarah est prête à traverser l'océan à la nage afin de retrouver Maurice. Au bout de longues heures et surtout grâce aux Montréalais qui s'entassent devant sa fenêtre pour l'applaudir, elle se hâte à nouveau de monter sur scène. Le soir de la première, le gendre de la reine Victoria est dans la salle bondée. Le Canada est une colonie anglaise et il est normal pour le gendre de la reine d'Angleterre qu'il assiste à ce spectacle. Alors que le rideau se lève, un groupe d'étudiants fidèles à la France se met à chanter la Marseillaise. En coulisses, c'est une Sarah Bernard émue par ce geste rempli de courage, mais aussi de la folie de la jeunesse qui se remaquille en vitesse avant d'entrer en scène. L'actrice française se produira 3 autres soirs, dont le 25 décembre 1880 et aura 3 triomphes immenses à Montréal. Après ces représentations, Sarah demande à retarder son retour aux États-Unis, puisqu'elle a reçu de la part de Louis Fréchette une invitation des plus intéressantes. L'écrivain lui propose une visite chez les Iroquois, à environ 5 km de Montréal. C'est en voiture que Sarah Bernard se rend chez la tribu autochtone, où elle est accueillie comme une reine. On lui remet des pièces d'or de la tribu et elle rencontre même le chef, Soleil de Nuit. Elle assiste par la suite, très heureuse, à une performance de chant et de danse des Iroquois. Sur le chemin qui les ramène à Montréal, chemin qui longe le fleuve Saint-Laurent, Sarah demande à s'arrêter quelques instants. Elle ressent le besoin de respirer l'air frais du fleuve glacé. Mais elle s'aventure un peu trop loin. Soudainement, le petit endroit glacé où elle se retrouve se détache du reste. Sarah Bernard part à la dérive sur le fleuve Saint-Laurent. Au départ, elle trouve la situation bien drôle. En voyant la terre s'éloigner et devant la panique de Fréchette, elle comprend que la situation n'a rien d'amusante. Pendant un peu plus d'1 quart d'heure, l'actrice est à la dérive. Heureusement, au bout de longues minutes, 2 marins qui passaient par là réussissent à faire revenir le petit glacier sur lequel se trouvait Bernard et elle regagne Montréal saine et sauve, mais bien agitée quand même. À son retour à Montréal, elle se sent prête à repartir aux États-Unis, terminer cette première tournée américaine. Elle quitte au début de l'année 1881 le Québec sous un tonnerre d'applaudissements. À la gare de Montréal, des femmes agitent leurs mouchoirs et les hommes lancent des fleurs aux fenêtres ouvertes du train. Bernard fut très heureuse de voir ces centaines de personnes ne pas suivre les recommandations de l'évêque qui, une nouvelle fois, avait pris l'actrice en grippe et avait demandé aux Montréalais de ne pas accompagner la Française à son départ. Une fois les États-Unis regagnés, elle est froidement accueillie à Springfield, où les citoyens sont plus puritains et n'ont pas en affection les pièces que joue Bernard. Après quelques représentations tourmentées, elle se rend à Baltimore, où elle triomphe.
Puis elle entreprend un grand tour des villes importantes. Philadelphie, où elle reçoit un nombre sans précédent de fleurs. Chicago, où elle fait des recettes records malgré l'évêque de la ville qui avait lui aussi parlé contre l'actrice. Elle se rend aussi à Saint-Louis, ville qu'elle déteste, qu'elle dit peu accueillante et ennuyante. À Saint-Louis, un nouvel incident la met dans un état horrible. Un bijoutier de la ville avait insisté pour nettoyer et remettre à neuf quelques-uns de ses anciens bijoux. Sarah avait accepté l'offre de l'homme surtout pour avoir la paix quelque temps. Elle apprit le lendemain qu'après avoir fait ce qu'il avait promis, le commerçant avait exposé ses bijoux dans sa vitrine. Les gens pouvaient, pour quelques dollars, entrer et voir de près les bijoux de la grande Sarah Bernard. C'est une actrice en furie qui alla récupérer ses bien précieux bijoux. Avec cette exposition, les médias avaient largement parlé de la richesse de Sarah Bernard. Autant d'écrits et de preuves sur cette richesse attirent son lot de personnes malveillantes. Pendant qu'elle se rend à Cincinnati, toujours dans son train très luxueux, elle est la cible de voleurs. Un événement qu'elle raconte en détail dans ses mémoires. Sarah Bernard est assise dans sa voiture accrochée à son train. Ne me demandez pas pourquoi une envie comme ça, quand soudainement on la presse d'entrer à l'intérieur du train. À peine à l'intérieur, on la jette par terre et des coups de feu se mettent à résonner. Sarah ne comprend absolument rien à la situation alors qu'elle est traînée de force dans un autre wagon. On lui explique alors qu'à l'arrière de sa voiture était accroché un voleur, un homme qui voulait possiblement l'assassiner afin de cambrioler le train. Le bandit avait un plan bien ficelé avec des acolytes qui l'attendaient un peu plus loin. Cet homme, qui était un véritable colosse, s'était accroché sous ma voiture. Nous visitâmes son appareil. De très grosses courroies larges de 50 cm le tenaient cramponné aux parois du train, entre les roues, et il avait toute facilité pour agir avec ses mains. L'homme d'une vingtaine d'années est finalement arrêté par Jarrett et le train retourne à Saint-Louis pour que le voleur soit remis aux autorités. Plus tard, c'est finalement des pétards qui font paniquer le train entier, tous convaincus qu'ils sont la cible de malfaiteurs. Plus tard dans la tournée, Sarah apprit que le voleur fut condamné à mort pour plusieurs autres crimes. Dans Ma double vie, de façon très claire, l'actrice s'oppose à la peine de mort et raconte avec une grande sensibilité les 4 exécutions auxquelles elle a assisté. Je hais la peine de mort. C'est un reste de lâche barbarie. Et c'est une honte pour les pays civilisés de dresser encore des guillotines et des gibets. Tout être humain a une seconde d'attendrissement, une larme douloureuse. Et cette larme peut féconder une pensée généreuse qui mène au repentir. Après cet incident, les triomphes se poursuivent. À la Nouvelle-Orléans, la troupe connaît d'autres péripéties alors que le pont qu'ils traversent s'écroule immédiatement après leur passage. Une nouvelle fois, Sarah a frôlé la mort et commence à avoir hâte de retrouver son confort parisien. Puis en Alabama, la première de La Dame aux camélias vire à la comédie alors que plusieurs erreurs techniques et des chutes de décor surviennent. Le rythme de vie est insensé. Chaque jour, Sarah se retrouve dans une nouvelle ville. Elle y performe, puis quitte pour une nouvelle destination. Après avoir fait plus d'une dizaine de petites villes états-uniennes, elle part pour New York où elle termine sa tournée. Le 3 mai 1881, le soir de la dernière, elle est enterrée sous 150 bouquets de fleurs et une tonne de petits cadeaux précieux dont certains viennent d'hommes importants. Le lendemain, le 4 mai, elle monte à bord de l'Atlantique et regagne la France le 15.
Notre grand voyage touchait à sa fin. Je dis grand voyage parce que c'était mon premier voyage. Il dura 7 mois. Les autres voyages faits depuis furent toujours de 11 à 16 mois. Au cours de cette première tournée américaine, Sarah Bernard affirme avoir fait plus de 5 millions de francs, une somme immense. Elle est très heureuse d'avoir triomphé dans la langue française dans certaines villes américaines, certaines villes qui n'avaient jamais entendu le moindre mot de la langue. Dans ses mémoires, Sarah Bernard écrit qu'à son retour, plus de 20 000 personnes l'attendaient aux abords du quai du Havre. Malheureusement, c'est une version peut-être romancée par l'actrice qu'on ne retrouve pas dans les nombreuses biographies à son sujet. Lorsqu'elle revient, le 15 mai 1881, il y a quelques amis, sa famille et surtout son fils Maurice. Durant la tournée américaine, les médias français ont que très peu parlé des succès de Bernard. Au contraire, ils ont même relayé surtout ses déboires. Les quelques soirs où les salles n'étaient pas pleines, l'incident, le triste incident de la baleine et les nombreux évêques s'opposant à sa venue. La presse avait prise Sarah en grippe. Elle avait quitté la France, pays où on retrouve les plus prestigieux théâtres, pour aller gagner beaucoup d'argent et se montrer en spectacle à l'étranger. Les médias sont d'une violence extrême envers l'actrice, maintenant de renommée internationale. À Paris, Bernard se retrouve sans aucune proposition. Même le vaudeville, qui lui avait offert un contrat avantageux avant son départ, ne vient pas conclure son offre. C'est un grand silence imposé à Bernard. Il aurait été facile pour elle de louer à son compte un théâtre et d'y jouer l'un de ses succès assurés comme Phèdre ou encore La Dame aux Camélias. Mais l'actrice, encore et toujours, veut du nouveau pour sa rentrée française. Lassée d'attendre des offres intéressantes, elle contacte Jarret et lui demande d'organiser une petite tournée à Londres. Sans le dire à personne, sauf sa famille, elle s'embarque pour une nouvelle fois dans un navire direction l'Angleterre. À son arrivée, Sarah négocie avec le Shaftesbury Theatre, un contrat de 3 semaines débutant le 2 juin 1881. Là, à chaque soir, un public hystérique s'entasse pour la voir. Les Anglais la redemandent et la tournée sera prolongée de 8 jours, qui seront eux aussi un vif triomphe. Elle jouera même devant la reine Victoria la pièce La Dame aux Camélias, pièce qui était interdite en Angleterre. C'est après avoir vu la Française performer que la reine leva l'interdiction de la pièce et Bernard peut la jouer maintenant au Shaftesbury Theatre. En France, on apprend que Sarah Bernard a déjà quitté le pays. Si au départ, les journalistes continuent à la critiquer, on finit par se demander pourquoi elle connaît un succès ailleurs et pas dans son propre pays. Pourquoi, nous, les Français, on la considère comme une actrice déchue. Soudainement, les premiers articles élogieux sur Bernard ressurgissent. C'est au début juillet 81 que Sarah retrouve son pays beaucoup moins hostile envers elle, mais qui ne veut toujours pas la voir monter sur scène, étrangement. Alors qu'elle est chez elle à Paris, Sarah apprend par plusieurs de ses amis qu'un important gala se prépare le 14 juillet, la fête nationale française. Une journée qui sera encore plus spéciale puisqu'elle marquera le 10e anniversaire de la victoire de la défense parisienne après le siège de Paris. À cette journée spéciale, Jules Grévy, le président de la République, y sera accompagné de plusieurs autres personnalités de marque. En soirée, 3 actes de Robert et le Diable seront joués. Aux entr'actes, des acteurs et actrices monteront sur scène afin de lire des hymnes patriotiques. Le spectacle se terminera bien évidemment avec une lecture de la Marseillaise, qui sera interprétée par Madame Agar, l'une des plus grandes tragédiennes de son époque, mais aussi grande amie de Sarah Bernard. Le 14 juillet, la journée se passe sans problème. Vers 23 heures, les organisateurs s'inquiètent de ne pas voir arriver la célèbre tragédienne. Elle qui n'est jamais en retard et qui n'a jamais annulé la moindre représentation n'est pas là. Vers 23h15, il commence à envisager de demander à une autre actrice, mais personne n'a la notoriété d'Agar et personne ne pourra réciter la Marseillaise avec l'intensité de la tragédienne. Peu avant 23h30, Sarah Bernard apparaît dans son grand manteau en coulisses. Son arrivée crée la surprise. Personne ne savait qu'elle viendrait et même que certains croyaient qu'elle était encore à Londres.
Une fois la surprise estompée, Bernard enlève son manteau et laisse apparaître, devant les regards subjugués de tous, une magnifique robe. Une robe longue, blanche, à la ceinture tricolore. De son manteau, elle sort par la suite un bonnet noir. Elle est vêtue comme le sont les actrices qui sont appelées à réciter la Marseillaise lors de soirées officielles. Seconde surprise pour les organisateurs, que fait l'actrice habillée de cette façon? Tout en s'avançant vers la scène, Sarah leur explique. Madame Agar, affolée, je préfère ne pas vous raconter, a dû quitter Paris plus tôt. Elle est au chevet de son amie de cœur. Elle est arrivée chez moi dans un état, je ne vous raconte pas. N'insistez pas. Madame Agar m'a supplié de tout son être de la remplacer ce soir. Alors, me voici. Mais les organisateurs sont perplexes. Ils se consultent du regard. Premièrement, Paris n'est pas très Bernard en ce moment. L'affection autour de l'actrice, bien qu'elle s'améliore, n'est pas très positive. Ils craignent une agitation et des protestations à l'encontre de Bernard. La foule, prise par surprise de voir l'actrice, pourrait alors s'agiter et dans cette agitation blesser certaines personnalités importantes. Est-ce que ça devient dangereux de laisser monter Sarah Bernard? D'un autre côté, les organisateurs ne peuvent annuler l'hymne patriotique. Impossible de ne pas chanter la Marseillaise le 14 juillet. Les questionnements sont interrompus tandis que l'orchestre entame l'hymne français. Sarah Bernard, aux premières notes, prend d'une main l'immense drapeau français et sans hésitation monte sur scène. Elle sait qu'elle risque beaucoup. Ce sera sa première apparition publique en France en plus de 15 mois. Le pari est audacieux. Lorsque Bernard apparaît sur scène, on entend les chuchotements dans le public étonné. Certains se mettent à siffler et cet accueil est assez froid. Le chef d'orchestre se retourne pour saluer Madame Agar, du moins ce qu'il croit. Mais en voyant Sarah Bernard, il ralentit ses gestes, ce qui donne une Marseillaise peu glorieuse pendant quelques instants. Sarah fait arrêter la musique et pendant quelques secondes, en regardant chaque membre de l'auditoire dans les yeux, fait régner un silence mortuaire. Elle entame avec vigueur et intensité l'hymne patriotique. Elle termine en brandissant aussi haut qu'elle le peut le drapeau français. Dans le public, les femmes pleurent à chaudes larmes. Elles pleurent leur fils, leur frère, leur mari perdu durant le siège 10 ans auparavant. Les hommes, subtilement, eux aussi, essuient quelques larmes, profondément touchés par l'interprétation de l'actrice. Après quelques secondes de silence du public bouleversé, c'est la pluie d'applaudissements. Les gens ne veulent pas s'arrêter et scandent maintenant « Gloire à Sarah Bernard !» Après de longues minutes d'ovation, qui ne s'arrêtent pas d'ailleurs, elle regagne les coulisses où elle est forcée de s'asseoir, trop émue, trop touchée. Mais dans la salle, l'ovation continue et le public demande à réentendre Sarah. On la ramène de nouveau sur scène où à 2 reprises, elle récite la Marseillaise, obtenant à chaque fois la même réaction hystérique. En coulisses, les politiciens l'embrassent et tous la regardent comme si elle était devenue une bête surnaturelle. En moins de 30 minutes, Sarah Bernard a reconquis la France tout entière. Le lendemain, pour la première fois depuis 15 mois, la presse parisienne et partout au pays glorifie l'actrice. Elle part à Sainte-Adresse, à la fois heureuse et en colère. Cette presse qui trop longtemps l'avait roulée dans la boue, la voilà maintenant en train de la hisser au rang des légendes. La carrière de Sarah Bernard, actrice française de renommée mondiale, est maintenant relancée dans son propre pays. À la fin 1881, le théâtre Vaudeville, qui avait déjà proposé un contrat à Sarah avant sa tournée américaine, lui en offre un nouveau. Pour l'actrice, cette nouvelle offre ne lui donne pas assez de liberté, mais surtout n'est pas assez avantageuse monétairement pour elle. Par performance, le théâtre lui donne 1000 francs et moins de 10% des profits. Elle fait savoir son désaccord avec cette offre qui, selon elle, ne tient plus la route vu sa renommée mondiale désormais. Elle négocie et le contrat est finalement de 1500 francs par spectacle et 20% des profits, un contrat au final très avantageux. Avant de faire officiellement sa rentrée au Vaudeville en 1882, Bernard décide de partir en tournée à travers l'Europe. Elle passe par la Grèce, l'Hongrie, la Suisse, l'Espagne qu'elle redécouvre et plusieurs autres pays à l'exception de l'Allemagne.
Depuis le siège de Paris de 1870, l'actrice a gardé une certaine rancœur envers les Allemands et refuse toute négociation. La presse allemande est tiraillée entre la colère et la tristesse de ne pas voir la star performer dans leur pays. Certains journalistes vont même jusqu'à supplier Sarah de modifier sa tournée tout en s'excusant du siège survenu 10 ans plus tôt. Mais rien à faire, Sarah ignore complètement les demandes des Allemands. Sarah, contre toute attente et à la surprise de sa troupe, fait passer sa tournée européenne en Russie en mars 1882. Un pays qui n'était pas prévu à l'horaire et qui rallonge le voyage de quelques jours. Ce n'est pas par pur hasard ou par envie de performer en Russie que l'actrice décide d'y aller, mais bien pour un homme, Jacques Damala. Jacques Damala aura une importance capitale dans la vie de Sarah Bernhardt, puisqu'il sera l'une de ses seules relations confirmées. Bien que la Française a déjà affirmé avoir eu plus de 1000 hommes dans sa vie, c'est très hypothétique et il est difficile de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, tiré de la légende. Pour comprendre pourquoi Sarah fait dévier sa tournée afin de voir Damala, il faut remonter quelques semaines plus tôt, même quelques mois à Paris. C'était un matin de l'été 1881. Chez Sarah Bernhardt, elle et sa troupe tenaient une répétition tout à fait normale. Dans sa troupe, il y a quelques acteurs débutants, auxquels la superstar du théâtre français croit en l'avenir brillant, mais aussi le célèbre Philippe Garnier, l'un des acteurs de théâtre les plus populaires de sa génération, avec qui Sarah entretient une relation intime. Dans la presse, on raconte que Garnier et Bernhardt sont proches des fiançailles, mais c'est des rumeurs, rien n'est vrai. En cette journée estivale où les répliques sortent de façon assez fluide, Jeanne, l'une des sœurs de Sarah, se lève et se pose devant la fenêtre. À l'extérieur, un homme semble l'attendre, et Sarah est intriguée et demande des explications à sa sœur. Qui vient interrompre les répétitions de la grande Sarah Bernhardt? Qui ose interrompre? Jeanne explique qu'il s'agit du fameux Jacques Damala, l'homme controversé d'origine grecque qui œuvre dans différents domaines, mais surtout en politique, puisqu'il est l'attaché militaire à Paris pour la Grèce. Mais depuis son arrivée dans la ville, il a accumulé les scandales, les histoires d'un soir et sa dépendance à certaines drogues, comme la morphine, ont fait la manchette à plusieurs reprises. Deux histoires ont particulièrement retenu l'attention en 1880 et en 1881, alors qu'il était l'amant de deux femmes mariées. Elles auraient divorcé de leurs maris respectifs pour se retrouver entre les bras du politicien. Deux femmes qui étaient folles d'amour pour Damala, et lorsqu'il les aurait quittées, désespérées, elles auraient fait un geste tragique et fatal. C'est d'un très mauvais œil que Sarah voit la relation entre Jeanne et Damala. Mais Jeanne insiste pour que sa sœur rencontre l'homme. À bout d'arguments et ne voulant pas perdre plus de temps et d'énergie, Sarah fait signe à Jeanne d'aller chercher l'homme. Cette première rencontre, qui dure que quelques minutes entre Sarah et Jacques, va souder leur destin. Alors qu'il passe la porte, dans son veston gris, Damala n'a rien de l'homme sans classe décrit dans les journaux. Même que Sarah le trouve très charmant et distingué. L'attaché militaire va assister aux répétitions, et Bernhardt se rend rapidement compte de son arrogance et de son je m'en foutisme extrême. Damala s'installe sur un canapé et s'adresse directement, sans manière particulière, à Sarah, qui reste étonnée de cette façon très cavalière de l'aborder. L'homme ne semble pas avoir de respect particulier envers elle et démontre même une certaine condescendance contre le théâtre. Jacques Damala va rester un peu moins d'une demi-heure avant de quitter sans dire le moindre au revoir à personne. Sarah est troublée par l'attitude irrespectueuse de cet invité, mais elle a ressenti quelque chose de très fort en elle. Durant le reste de l'été, elle va penser à cet homme tout en entretenant sa relation ambiguë avec Philippe Garnier. À la fin de l'année 1881, le gouvernement français en a eu assez du comportement inapproprié et de la vie scandaleuse de Damala et l'ont forcé à partir pour la Russie à Saint-Pétersbourg. C'est avec beaucoup de tristesse que Sarah aurait appris la nouvelle du départ de Damala, plus aucune chance de le croiser à Paris. Et c'est à Saint-Pétersbourg que leurs chemins vont se croiser à nouveau. En mars 1882, la troupe de Sarah Bernhardt, à l'exception de Philippe Garnier, supposément souffrant d'une bronchite, arrive dans la ville russe, accueillie par une très belle foule.
Peu de temps après son arrivée, on lui présente les aristocrates d'importance du pays qui, au grand étonnement de Sarah, parlent un français impeccable. À cette époque, l'aristocratie russe parle français couramment, principalement parce que c'est synonyme de classe, d'élégance et d'intelligence. En Russie, les théâtres déroulent le tapis rouge lorsque l'actrice arrive. De toute cette tournée à travers l'Europe, c'est dans ce pays, la Russie, qu'elle fera le plus de profit et où elle est le mieux accueillie. Le tsar Alexandre III met sur les rails des trains spéciaux pour que les habitants des villes plus reculées puissent assister au spectacle de la Française. On déploie des dizaines de ces trains spéciaux par soir de représentation. Alexandre III 3 fois appelle Sarah au palais d'hiver afin que la famille impériale et leur entourage de privilégiés puissent profiter d'un spectacle privé. Le tsar interdit même à l'actrice de lui faire la révérence, marque de respect habituelle. Il lui dit « C'est à moi de m'incliner devant vous », un geste qui émeut énormément Sarah. C'est dans l'univers très luxueux des soirées privées qu'elle retrouve Jacques d'Amala pour la première fois. Ils garderont contact et pour le reste du séjour russe, Bernard accepte de se rendre partout où on l'invite à condition que d'Amala y soit invité aussi. On ne refuse rien à Sarah Bernard. On mettra une coupe, un couvert de plus si elle le désire. Leur relation évolue rapidement et on chuchote en coulisses que Sarah a écrit sa lettre de rupture à Garnier pour être pour de bon avec le grec. Du jour au lendemain, on ne sait pas comment ni pourquoi, mais la relation soi-disant amoureuse de Bernard et d'Amala est révélée au grand jour et devient le sujet principal de la Russie jusqu'en France. Puis, c'est le coup d'éclat. On apprend que Jacques d'Amala quitte définitivement ses fonctions politiques afin de rejoindre la troupe de Sarah Bernard. C'est une première, un politicien devenant acteur. La première performance de Jacques d'Amala se fait aux côtés de Sarah, bien évidemment, dans Frou-Frou. Mais le grec est un très mauvais acteur. Les critiques sont plus que mauvaises et ont de la misère à expliquer pourquoi la Française a remplacé le beau et reconnu Philippe Garnier par l'homme à scandale qu'est Jacques d'Amala. Aveuglée par l'amour, Sarah est persuadée que son nouveau compagnon est destiné à la gloire sur les planches. Les autres acteurs de la troupe tentent de faire comprendre à la star que rien ne peut faire de d'Amala une vedette du théâtre, mais Sarah ne veut rien entendre. La troupe voit bien aussi que l'amour passionné qu'a Bernard envers l'ancien politicien n'est pas réciproque. À l'exception de Sarah, tous voient que d'Amala est plus intéressé par la notoriété et la vie de luxe que lui apporte l'actrice que par sa propre personne. En plus, il pourra regagner Paris sans problème au bras de Bernard lorsque la tournée sera terminée. Le 30 mars 1882, la troupe et Sarah Bernard quittent la Russie le cœur gros. Une foule immense s'est déplacée afin de leur dire au revoir. Sarah aurait même prononcé un court discours en russe avant qu'une immense acclamation lui soit rendue. De la Russie, elle retourne en Angleterre et le 4 avril 1882, à l'église St. Andrews, Sarah Bernard épouse Jacques d'Amala. L'actrice dira à plusieurs reprises à ses proches et à quelques occasions de façon pas toujours très claire en entrevue que ce mariage fut la pire erreur de sa vie. Elle-même ne comprend pas ce qui l'a poussée à dire oui. Pendant qu'en France, la nouvelle fait rapidement la une des médias, à Londres, c'est un nouveau triomphe pour Sarah. Pour la 4e fois en 4 ans, les Anglais accueillent la Française avec hystérie. Ce sera par la suite une fin de tournée dorée au Portugal, l'Espagne et la Suisse pour une nouvelle fois dans cette tournée avant de regagner Paris sous les acclamations le 25 mai. Dès son retour, on lui demande de participer à un gala spécial pour soutenir la veuve du décorateur Jean-Louis Choret. Elle accepte et décide même de faire la Dame aux camélias pour la première fois en France. Jamais depuis le début de sa carrière, qui dure depuis plus de 20 ans, elle avait produit la célèbre pièce en milieu parisien. La Dame aux camélias, dans le passé, était une pièce maudite en France. Elle avait connu des dernières productions peu glorieuses et souvent, le public n'était pas au rendez-vous. Pour la première fois en plusieurs années, voire plusieurs décennies, Bernard allait porter l'œuvre en succès. Les curieux voulaient absolument voir d'Amala performer pour la première fois, voir s'il est vrai qu'il est très mauvais. Tandis que les amateurs de théâtre et le tout Paris accouraient afin de voir Bernard dans le rôle principal de Marguerite Gauthier.
Sarah Bernard, qui n'a jamais vraiment lu les critiques à son sujet, est cependant au courant que la pièce a été un véritable succès. Elle croit comprendre aussi que la performance de son compagnon a été soulignée et célébrée dans la presse, alors que c'est tout le contraire. Les journalistes ont été plus que violents à l'égard de Damala. Heureuse de ce succès, mais surtout que d'autres qu'elle reconnaissent le talent du grec, elle le fait performer sans elle, dans quelques petits théâtres de Paris. Chaque performance de Damala échoue à faire soulever les foules. Les critiques sont de plus en plus mauvaises et Bernard sombre lentement dans une désillusion. Victorien Sardou, auteur de théâtre qui sera le chouchou de Sarah Bernard toute sa carrière, vient la voir à l'été 1882 avec un nouveau projet, celui de produire Phèdora à Paris, une pièce écrite spécialement pour elle. L'actrice s'enthousiaste de cette nouvelle production et insiste pour que Jacques Damala soit à ses côtés. Mais ce n'est pas dans les projets de l'auteur qui sait très bien que sa présence pourrait faire tourner au vinaigre la production. Sardou fait comprendre à Bernard qu'il lui faut un acteur d'expérience. En plus, ce sera son vrai retour sur les planches parisiennes et son arrivée au théâtre vaudeville. Elle se doit d'avoir un acteur de renom qui a fait ses marques depuis plusieurs années. Après un échange corsé, l'actrice accepte finalement l'idée. Par contre, elle doit annoncer à Damala qu'il ne sera pas de la production de Phèdora, destinée à être un succès monstre. Depuis le retour à Paris, leur union est chambranlante. L'ancien diplomate s'est enfoncé dans ses problèmes de dépendance à la morphine et l'ambiance du couple s'est dégradée. Les disputes, souvent violentes, sont courantes et les proches de l'actrice lui soufflent à l'oreille que Damala a plusieurs maîtresses. Des rumeurs que Bernard tente d'ignorer, mais lorsque c'est des personnes qu'elle connaît plus ou moins du théâtre qui lui rapportent, ça résonne comme une sombre vérité, difficile à accepter pour Sarah. Elle se met alors à chercher des auteurs, prêts à donner le rôle principal d'une de leurs pièces à Damala. Mais personne ne veut de l'acteur. Elle ira supplier son ami Catulle Mendez, qui avait au fond de ses tiroirs Les Mères ennemies, une comédie dramatique avec un premier rôle masculin plutôt acceptable. Mendez accepte de donner au compagnon de l'actrice ce rôle et de produire la pièce, au grand bonheur de Sarah. Folie amoureuse, Sarah achète le théâtre de l'Ambigu afin d'y installer Les Mères ennemies et Damala. Elle nomme comme directeur Maurice, qui avait mal pris le mariage de sa mère. Son titre de directeur était un peu une demande de pardon de la part de Sarah. Elle rénove et redécore le théâtre et en novembre, la première de la pièce de Mendez eut lieu avec l'ex-politicien. Le 12 décembre 1882, Sarah Bernard, la divine comme on l'appelle, triomphe dans Phèdora. Paris n'avait presque pas vu l'actrice sur la scène depuis la fête du 14 juillet 81. Et il n'en pouvait plus d'attendre. Durant les 4 actes, le public est sur le qui-vive, impatient de savoir le destin qu'attend Bernard. À la dernière scène, moment fatal, lorsque le rideau tombe, le public applaudit comme il n'avait jamais acclamé la Française. Pendant tout le reste de décembre, Phèdora se produit à guichet fermé. Le 16 décembre, après un énième succès de la pièce, Damala, sous la morphine, fait éclater sa colère. Il est jaloux du succès de sa femme. Il vient d'apprendre que Phèdora est prolongée jusqu'au début janvier, alors que Les Mères ennemies doit être arrêtée, manque d'intérêt du public. Sarah ne réussit pas à le calmer et Damala quitte l'appartement. Pendant plusieurs semaines, je fus sans nouvelles de lui. Peut-être dans les bras d'une autre, peut-être ailleurs. Je ne voulais pas y croire. Il reviendra, je me disais. Pendant ce temps, à l'Ambigu, Bernard ne peut pas se permettre de ne rien produire. Elle invite de jeunes auteurs à venir lui présenter leurs scripts et si l'idée est bonne, elle les produit. Bernard donnera en janvier 1883 la première chance à Jean Richepin, futur grand auteur de la langue française, de produire l'une de ses pièces, La Glu. C'est pendant les répétitions de La Glu que Richepin et Bernard vont tranquillement se prendre en affection. L'auteur, qui est très séduisant, grand gaillard, barbe carrée, épaules larges, cheveux bouclés et avec une voix superbe, avait tout pour séduire Bernard.
Sarah n'aime pas que le tout Paris et ses proches la prennent en pitié. Il est vrai qu'elle est sans nouvelles de Damala depuis des semaines, mais que peut-elle faire? Une fois les premiers jours de chagrin passés, elle voyait en Jean Richepin une occasion de passer par-dessus son ancienne relation toxique. La presse a vent de la nouvelle relation de l'actrice, puis c'est au tour de Damala. N'acceptant pas que sa femme ait un nouveau compagnon, il regagne le luxueux appartement parisien de Bernard et s'y réinstalle, comme si de rien n'était. C'est une Sarah confuse qui retrouve son mari chez elle. Elle s'éloigne de Richepin, qui, avec beaucoup de gentillesse, lui dit qu'elle peut revenir vers lui quand elle le désire. Damala, de retour auprès de Bernard, titre la presse. Quelques heures seulement après son retour, Sarah se rend compte que durant son absence, son état physique et mental a empiré. Damala se pique à la morphine 8 à 12 fois par jour et balance entre bonheur, une joie de vivre intense, l'envie de faire des projets ambitieux et la tristesse, proche du suicide et le désespoir de se voir dépérir sans avoir la volonté de se soigner. Sarah aime passionnément cet homme. Elle ne peut pas le laisser dans un état pareil. Elle entreprend de le guérir. Elle le fait entrer dans un centre de repos d'où il ressort quelques jours après seulement, loin d'être guéri. Puis, après une 100e dispute avec Sarah, il part de l'appartement. En colère et pour la première fois, Bernard monte dans la chambre de son mari, fouille dans ses valises, ses poches de veston et ses tiroirs, à la recherche de la moindre éprouvette. Elle en trouve plus d'une 50aine et les jette. À son retour en soirée, Damala est agonisant. Il a besoin de sa morphine. Il ne la trouve nulle part. Il comprend que Sarah a tout jeté. Il entre dans une telle colère que la femme de chambre de l'actrice s'enferme effrayée dans sa propre chambre. Une nouvelle dispute, plus que violente, s'annonce à l'horizon. En avril 1883, Bernard demande une séparation physique avec Jacques Damala, ne voulant pas officiellement demander le divorce puisqu'elle l'aime passionnément malgré ses nombreux problèmes. Elle sera au moins séparée physiquement de lui. Damala refait ses valises et quitte pour très longtemps le domicile de l'actrice. Pendant plusieurs mois, ils seront sans le moindre contact. Toujours en avril, elle fait la 150e représentation de Fedora avant de partir à travers la France, la Belgique et d'aller une nouvelle fois en Angleterre. Une tournée qui a pour but de renflouer ses coffres qui ont lourdement payé les frais de son divorce physique. Elle rompt par la suite son contrat avec le théâtre Vaudeville pour se consacrer et performer entièrement à son théâtre L'Ambigu. Au cours de l'année 1883, inondée de dettes, elle abandonne son théâtre, le vend pour quelques francs et est forcée de vendre aux enchères plusieurs de ses bijoux et items personnels. Une situation financière que la production de Nana Sahib, que le théâtre de la Porte Saint-Martin accepte de produire, n'arrange pas. La pièce est un lamentable échec. Jean Richepin, l'auteur de la pièce, est forcé d'assumer le rôle principal après que l'acteur annoncé tombe malade. Jacques Damala assiste à quelques représentations de Nana Sahib et adore voir que dans le théâtre, des dizaines et dizaines de sièges se retrouvent sans preneur. Peu de temps après, on apprend qu'il triomphe encore, entre guillemets, à quelques pas de la porte Saint-Martin avec le maître de forge. Sarah Bernard comprend que même son nom ne suffit pas à sauver la pièce. Elle doit trouver un moyen, rapidement, de renouer avec le succès.